Et nous passons à présent à l'avant-dernier intervenant, Amin Beyaoui, qui est principal consultant et managing director chez Manage Engine, Strategic Partner North Africa and France. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. Je commence déjà. Donc, je commence par enlever mon sac à dos. Et je corrige. Donc, je représente Manage Engine, mais je ne travaille pas pour Manage Engine. J'évolue dans le monde de Manage Engine depuis un peu plus de 10 ans. Merci déjà pour... Est-ce que j'ai la parole? Je peux commencer? Très bien. Donc, merci à tous pour être là, pour participer à ma petite intervention. Dans la vie, il y a trois certitudes. Il y a trois choses inévitables. Merci. Donc, pour passer à... OK. Donc, je parlais de la vie, pas de la sécurité des endpoints. Dans la vie, il y a trois certitudes, il y a trois choses inévitables. Ce sont la mort, il y a les impôts aussi, et il y a une cyberattaque qui réussit. Donc ce sont les trois certitudes de la vie, et malheureusement on doit accepter cette réalité et vivre dans ce monde. Je m'appelle Amin Beyaoui. Comme je viens de dire, donc j'évolue dans le monde de Manage Engine depuis un peu plus de 10 ans, et je vous parle aujourd'hui de la sécurité des endpoints, du paysage ou bien du state of the art de la situation de cybersécurité. Donc on a l'habitude toujours de commencer sa présentation avec des faits saillants ou bien avec une réalité percutante, bien qu'on est bien d'accord qu'on a tout vu, donc il n'y a plus rien de surprenant, mais je le fais quand même. Donc j'ai fait une petite lecture du dernier rapport de KPMG. On parle des grandes entreprises avec un revenu de plus de 1 milliard de dollars. Donc il y a 40% de ces grandes entreprises qui avaient récemment subi une attaque de cybersécurité qui a abouti. Donc il faut faire la différence entre incident de sécurité et violation de sécurité. Donc violation de sécurité, c'est un incident qui est arrivé jusqu'au bout de l'intention de l'acteur malveillant. Ironiquement, donc pratiquement le double de ce chiffre, 76% des responsables de sécurité disent qu'ils sont préoccupés par la sophistication croissante des nouvelles menaces cybernétiques. Et donc, une première analyse simpliste, donc on peut dire que donc il y a certains qui ne font pas leur travail bien. Mais en regardant en profondeur, la réalité est que nous sommes toujours en arrière, donc face aux acteurs malveillants. Donc dans cette relation toxique, c'est toujours eux qui prennent le devant. Donc avec ça, donc peu importe ce qu'on fait, donc on fait des solutions de sécurité, on installe des appliances, on met en œuvre une solution de cybersécurité, la toute dernière génération, on signe un contrat de sauver-nous as a service, mais on est toujours en arrière. Et c'est ça. Donc c'est pas le côté triste de la chose. Le côté triste, c'est que dans la majorité des cas, ou bien dans certains cas, on se trouve dans une situation où on ne pousse pas les acteurs malveillants à être ingénieux, à créer de nouvelles façons de faire, justement parce que les anciennes fonctionnent toujours. C'est ça vraiment notre problème. Donc en passant sur les statistiques concernant les petites et moyennes entreprises, ce qui retient mon attention en dehors de ces 5 chiffres, c'est que 43% des cyberattaques ciblent les PME, mais 46% de toutes les violations, c'est-à-dire des incidents qui ont abouti, ils touchent quand même ces entreprises. Et donc, en quelque sorte, les PME font petit pour avoir plus de dégâts, ce qui est un peu paradoxal. Donc, passons maintenant à ce paysage des menaces. En fait, j'ai essayé de récupérer, j'avoue que j'ai fait ma présentation hier, donc j'ai fait beaucoup de lectures. Donc, j'ai lu le rapport Verizon Database Investigation Report, et j'ai collecté quelques statistiques juste pour donner une idée sur la situation aujourd'hui en termes de cybermenaces.
Donc ici, donc, on parle de l'ingénierie sociale, bien qu'en soit, donc elle représente pas plus de 10% des incidents de sécurité, pas des violations de sécurité, mais on remarque que 50% de ces incidents, ils proviennent par le Business Email Compromise. Donc ce n'est plus le phishing de masse, c'est le phishing qui est véhiculé par la messagerie d'entreprise. Donc l'email reste toujours le moyen ou bien le véhicule incontournable pour faire délivrer les malwares, mais quand ça touche l'environnement entreprise, donc ça devient aussi inquiétant. Et donc en se basant sur ça, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé ce camembert chez Forbes Advisor, donc, pour dire que le top 10 des entreprises ou bien des plateformes ciblées par des attaques de phishing occupe 70% de tous les attaques de phishing. Donc le top 10, on voit Microsoft avec 33% de tous les attaques de phishing et 47% des attaques de phishing c'est-à-dire qui touchent le top 10. Donc si l'on regarde les entreprises, on peut voir tout ce qu'on connaît, donc Facebook, Netflix, DHL, LinkedIn, Apple, Google. Donc sur ces 10, moi personnellement et à l'échelle professionnelle aussi dans mon entreprise, je suis client de 8 sur 10 de ces entreprises. Et donc en regardant d'un point de vue chaîne d'approvisionnement, donc nous sommes aussi cibles de ces attaques de phishing avec, proportionnellement avec ces chiffres-là. Donc je passe maintenant pour parler des acteurs malveillants et leurs actions. Donc premier chiffre, c'est que 80% des violations donc, impliquant des acteurs externes, et ça en quelque sorte, ou bien ironiquement, ça nous rassure, c'est pas nous, donc c'est des acteurs externes. La motivation financière reste toujours dominante, à plus de 95%. Aussi, 74% de toutes les violations, ils incluent l'élément humain, dans le sens où donc, une personne est impliquée soit par, pas forcément par malveillance, donc par monfoutisme peut-être, par oubli, par utilisation abusive de privilèges, par vol d'identité ou par simplement en étant victime d'ingénierie sociale. Les trois principaux moyens par lesquels ces acteurs malveillants accèdent aux organisations sont c'est-à-dire des identifiants volés, 2, phishing, et 3, l'exploitation de vulnérabilité. Et ça remet en question, donc, donc en parlant de la partie credential, donc ça met en question notre façon de gérer les identités et les identités à privilèges, déjà. En 2, donc ça remet en question notre façon de gérer la sensibilisation et le niveau de maturité de l'utilisateur final, l'utilisateur lambda. Et 3, donc l'exploitation de vulnérabilité, ça remet en question quelque part, dans une grande partie, notre programme de gestion des correctifs ou bien le patch management. Et en parlant de ça, nous sommes en 2024 et on parle toujours du ransomware. Donc malheureusement, c'est toujours d'actualité. Et ce qui est intéressant dans cette statistique, c'est que comme les PME qui font peu pour avoir plus de dégâts, donc les ransomware, donc ils sont aussi, donc ils font peu parce que ça représente que 15% de la totalité des incidents, mais qui font 24% des violations de sécurité. Donc c'est vraiment très efficace et c'est pourquoi on a vu le chiffre 82% donc des cibles des ransomware, c'est des PME. Donc ça reste stable et malheureusement les ransomware sont là pour continuer à exister. Donc nous sommes toujours en 2024 et je vous parle aussi de Log4j, mais ce n'est pas une question d'actualité. Donc en fait, cette vulnérabilité Zero Day qui a été présentée au monde en fin de 2021 et début 2022, donc cette statistique, elle va en fait calculer en quelque sorte les scans qui ont été faits tout au long de l'an suivant de l'apparition de cette vulnérabilité Zero Day. Et on a pu remarquer que 32% de ces scans de cette vulnérabilité se sont passés dans les 30 jours qui ont suivi sa apparition, avec un pic le jour 17. Et donc l'idée que je veux véhiculer, c'est que les pirates et les acteurs malveillants sont rapides. Et malheureusement, nous ne sommes pas en tant qu'entreprise et écosystème d'entreprises, d'organisations partenaires aussi rapides. Donc on prend ça aussi en considération. Maintenant, je vous parle rapidement du paysage des endpoints, parce que c'est le sujet de notre présentation. Il faut avouer que quand on dit endpoint, donc même moi-même, je pense directement à un laptop ou à un poste de travail, alors que
Donc ça peut être plein de choses. Maintenant, vous êtes en train de penser aux autres endpoints, tablettes, mobiles, mais il y a aussi les TV smart qu'on voit circuler sur le réseau local dans les salles de réunion de plus en plus dans les organisations. Il y a les dispositifs IoT qui ont un système Android embarqué, et donc ça fait partie aussi du périmètre de gestion et de sécurité des endpoints. Et je rajoute à ça le navigateur. Donc ça paraît un peu bizarre, mais le navigateur, donc dans par exemple Chromebook, c'est en quelque sorte un vecteur d'attaque et on peut le considérer comme un endpoint. Et je vais faire plus de détails par la suite. Moi personnellement, je considère les serveurs aussi comme des endpoints, bien que la définition textbook fait que c'est pas la même chose. Donc les endpoints sont les clients des serveurs. Aussi d'un point de vue organisationnel, généralement, on a deux équipes différentes qui le font. Mais de mon point de vue, cybersécurité, donc toutes les recommandations, les pratiques qu'on fait pour sécuriser les endpoints classiques, ils peuvent s'appliquer virtuellement sur les serveurs de la même façon. Donc, maintenant, je passe à d'autres statistiques que j'ai récupérées de International Data Corporation. C'est des données récentes. Donc, vous êtes en train de voir la statistique et peut-être, comme je l'ai fait moi-même, donc on pense à l'inventaire. Ce n'est pas des statistiques d'inventaire. On peut avoir, par exemple, dans une organisation 1000 ordinateurs et 5 iPhones et 3 téléphones Android. Ça ne veut pas dire que le volume de travail et de productivité circulant à travers ces deux environnements est proportionnel. On peut faire plus avec moins, encore une fois. Et donc, la question qui a été posée à un échantillon de plus de 1000 responsables d'infrastructure aux États-Unis et à l'Amérique du Nord et au reste du monde, en fait, c'est une étude comparative, mais on peut voir que c'est pratiquement la même chose. C'est dans votre environnement, comment vos employés sont productifs, à travers quel environnement. Donc, il est vrai que Windows 10 et 11 restent toujours dominants, mais on peut voir facilement que plus de 50% du volume de travail se fait à travers d'autres types d'endpoints, comme les Android, les macOS, les iOS, et même on voit s'introduire dans l'industrie, dans l'entreprise, dans la productivité, les Chromebooks avec 1,5 et 0,4 aux Amériques du Nord. Donc on garde ça en tête et on passe à une autre question qui a été posée pour dire, donc entre ces types de endpoints, comment est-ce que vous êtes en train de gérer ces endpoints et leur sécurité, avec 3 possibilités. En bleu marine, un logiciel pour la gestion du poste de travail. En bleu ciel, donc un logiciel de gestion de mobilité d'entreprise ou bien un outil, une plateforme unifiée pour la gestion et la sécurité de ces endpoints. La couleur verte, c'est pour dire que nous sommes dans la nature, sous le ciel, on ne fait rien. Donc si l'on se limite à la première ligne, donc on peut voir que pour tout ce qui est Windows, grosso modo, on est entre 97 et 98 aux US, de endpoints qui sont déjà gérés et sécurisés par un logiciel dédié. Par contre, l'histoire change quand on passe aux PC Apple, macOS, ou bien aux appareils mobiles iOS, aux Android. Donc ça va de minimum 46% pour les Android à 60,42% pour les PC iOS qui ne sont carrément pas gérés d'un point de vue sécurité. Et donc tout ça, c'est pour vous dire que dans notre périmètre de gestion de sécurité des endpoints, on est à court. On n'est pas vraiment dans les chiffres souhaités. Donc une dernière chose, donc dans cette étude faite par IDS, la question a été posée sur le côté opérationnel. Donc vous, en tant qu'organisation, comment vous gérez et sécurisez vos endpoints d'un point de vue organisationnel? Donc il y a plutôt 4 réponses. Moi, je suis fan plutôt de la couleur violet et bleu marine, où on voit soit l'équipe endpoint qui déploie et gère les solutions de sécurité des endpoints, ou à minima collabore avec l'équipe sécurité. La couleur verte, c'est pour dire que, et de mon point de vue, ça va dans le même sens, c'est l'équipe sécurité qui fait tout, et l'équipe bleu ciel, c'est l'équipe endpoint qui déploie et l'équipe sécurité qui gère, qui est une approche plutôt classique. Et dans les grandes organisations, ça peut causer beaucoup d'inefficacité opérationnelle avec la gestion des changements, etc. Et donc, c'est pas pour dire qu'on favorise l'équipe endpoint, mais pour dire qu'il faut centraliser cette gestion. Surtout que
ça ne nécessite pas vraiment une expertise ou bien un point de vue ou bien une perspective analyste de sécurité. C'est des outils qu'il faut les mettre en œuvre, qu'il faut suivre des bonnes pratiques pour le faire, et c'est plus efficace de centraliser le tout. Donc maintenant, avec toutes ces statistiques, qu'est-ce qu'il en résulte? Donc par où on doit commencer? Je n'ai pas changé ma réponse depuis des années. De mon point de vue, ça commence toujours par la gestion du cycle de vie des actifs. Ça paraît pour certains peut-être simpliste ou c'est pas au cœur du sujet, mais vraiment donc, le contrôle complet de son périmètre d'actifs, donc c'est de la sécurité basique, c'est de la sécurité 101. Et donc, il faut maturer son processus de gestion du cycle de vie des actifs. Il ne s'agit pas uniquement d'un processus utile. L'objectif est d'aller vers une CMDB d'entreprise. Il faut s'axer à 4 éléments. Donc, la première chose, en tant qu'entreprise, il faut avoir un mécanisme standardisé de 1, identification et de classification de ces actifs. 2, il faut avoir un référentiel avec toutes les configurations logicielles de ces actifs, les applications et leur configuration, s'il y a des exceptions, s'il y a des configurations, s'il y a des autorisations pour ces applications pour fonctionner, etc. La troisième chose, c'est la connectivité réseau. Il faut avoir un référentiel de ces informations, et à ce moment-là, on comprend que c'est dynamique. Donc ce n'est plus le Excel, parce que les adresses IP, les VLAN, etc., ça change, et donc il faut inclure ça dans son cycle de vie de gestion des actifs comme départ pour améliorer sa cyber-posture. Donc, quatrièmement, donc, la sécurité des données qui puissent résider dans ces endpoints et la gestion de vulnérabilité. Deuxième chose, en parlant de gestion de vulnérabilité, donc, la première chose à considérer, c'est le patch management. Donc, je ne vous ai pas promis de nouvelles choses, donc ce sont des concepts que vous connaissez déjà, mais peut-être c'est la méthodologie et l'approche. Donc, le patch management, ce n'est pas uniquement le Patch Tuesday de Microsoft, donc il faut inclure aussi d'autres systèmes d'exploitation, le macOS, le Linux. Il faut inclure d'autres endpoints comme les dispositifs IoT, les appliances, les appareils mobiles Android et iOS, et même les applications tierces. On voit beaucoup d'organisations donc en omission de ce vecteur d'attaque. Et ça c'est 1, 2 ou bien 3. Le patching, il doit être à minima semi-automatique. Donc on comprend que dans certains contextes et pour certaines organisations, ce n'est pas évident de tout automatiser, surtout si l'on a une chaîne de production qui inclut des systèmes legacy qui ne supportent pas, qui peuvent impacter la production, le métier. Et donc on peut faire ça d'une façon semi-automatique. Il y a plusieurs solutions qui peuvent mettre en place un mécanisme de test, donc sur un échantillon significatif qui peut simuler la production de pré-prod, etc. Et approuver, donc si tout se passe bien, et puis passer à l'industrialisation de ce patching. Et le tout se fait d'une façon automatique. Donc, troisième chose, c'est l'authentification forte. Encore une fois, un concept que vous connaissez. Mais ce que je vois dans c'est-à-dire les organisations avec lesquelles je collabore, c'est que le MFA est limité à la partie serveur et limité aussi à la partie des administrateurs ou bien des utilisateurs privilégiés. Et donc, la réalité est qu'aujourd'hui, le MFA, ce n'est pas nouveau et on doit l'appliquer sur toute l'organisation. L'utilisateur lambda aussi, même dans sa vie personnelle, donc il connaît ce que c'est le push notification pour valider son identité, les OTP et tout autre, le Google Authenticator, tout autre moyen de vérifier son identité. Et donc, on peut appliquer ça sur l'ensemble des endpoints, Linux, Mac, Windows, et on peut appliquer ça aussi sur les applications, même les accès VPN. On peut les sécuriser par authentification forte. Et l'idée ici, c'est de diversifier les options de vérification d'identité. Il y a plusieurs moyens de le faire, et ça va permettre à s'aligner, à convenir à plusieurs situations, plusieurs utilisateurs, plusieurs contraintes, cultures, ce que vous voulez. Maintenant, donc il y a les gens du métier qui vont dire que il nous reste 2 minutes, donc je vais essayer de faire rapide, qui vont dire que voilà, donc on ne peut pas avoir tout ça, donc la solution est de centraliser le MFA avec l'SSO d'entreprise. Donc on peut faire une authentification forte pour une seule plateforme qui fédère les accès vers d'autres applications en SSO. Maintenant, les dieux de l'audit seront fâchés pour dire c'est un fail-safe, on ne peut pas
tout centralisé, il y a bien évidemment des mécanismes qu'on peut mettre en place pour avoir la haute disponibilité, l'accès conditionnel, la dynamisation du scoring des entités et des utilisateurs, etc. Donc le contrôle de privilèges et le Zero Trust, donc si ce n'est pas déjà implémenté ou en cours d'implémentation, donc ce qu'il faut faire, il faut commencer par adopter le principe Least Privilege, le privilège minimum. Il faut surveiller et enregistrer les activités et idéalement, si l'on peut, mettre en place des applications qui puissent agir en se basant sur certains scénarios, certains outputs. Donc on a parlé de la vérification dynamique et continue de confiance. Aujourd'hui j'ai un score de confiance. Demain j'ai fait quelque chose sur un autre système donc que je ne vois pas en tant qu'administrateur, mais la plateforme elle me permet de changer et d'ajuster ça pour donner l'information aux décideurs. Donc il faut aussi lutter contre le shadow IT parce qu'on peut mettre en œuvre tout ce que je viens de citer et si on a un raccourci, un chemin de contournement, c'est comme si on n'a rien fait. Dernière chose, c'est le Just-in-Time Access. Donc, la première chose, c'est qu'en tant qu'administrateur, je n'ai pas besoin de détenir le mot de passe. Ça, un. Deux, j'ai besoin du privilège, pas du mot de passe. La troisième chose, c'est que je n'ai pas besoin du privilège tout le temps. Donc, je peux avoir le privilège en élévation le moment où je vais faire quelque chose. Donc, ça, c'est aussi parmi les mécanismes qu'on peut implémenter. Donc il y a aussi la sécurité de la mobilité d'entreprise, surtout si l'on est dans une vision ou bien optique de BIOD. Donc il faut faire de la containerisation, la séparation logique entre les informations personnelles et celles d'entreprise. Il faut inscrire tous les appareils, donc ça relève de la partie asset management. On revient au premier point. Et aussi mettre en œuvre, on connaît tous le blacklisting, whitelisting, mais on peut aussi mettre en œuvre un environnement gris où on peut demander un accès et juger selon certains facteurs si on l'a ou pas. La sécurité des navigateurs, donc je peux être une organisation mature, donc j'ai tous les comptes admin locaux désactivés, je suis un utilisateur ordinaire et même avec ça, je peux installer des plugins, des extensions sur le navigateur. Et pas toutes les extensions donc, sont saines. Donc il y a des extensions vulnérables par design, vulnérables par intention. Et on a vu chez certaines organisations que ça a causé des problèmes de sécurité. Dernière chose, la sensibilisation. Donc ça c'est évident. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il faut définir des KPI et agir. Il ne faut pas que la motivation soit uniquement conformité. Donc on le fait, nous avons un plan PCA, etc. Donc il faut vraiment que ça soit efficace dans ce sens. Il faut donner aussi aux utilisateurs le choix de faire le reporting, c'est-à-dire informer en cas de doute, parce qu'il y a certains utilisateurs qui tombent dans la prudence excessive et ça peut impacter la productivité. Donc il faut aussi éventuellement superviser le trafic de messagerie, que ce soit à travers des solutions dédiées ou bien les SIEM, etc. Bon, ça, je résume ces 4 points pour dire que tout à l'heure, on a parlé de la convergence des métiers, des rôles, des fonctions, etc. Et donc, il faut adhérer à ce mécanisme, à moins que je suis une organisation qui se permet d'avoir des ressources sans restriction. Donc, il faut consolider les rôles, il faut élargir les interférences entre les équipes, etc. Donc, dernière chose, je pense que j'ai fini. Bon, ça n'a rien à voir avec ma présentation, mais en collectant les informations, j'ai trouvé ça super intéressant, donc je partage avec vous si ça vous intéresse. Donc la Californie, l'année dernière, a vu, c'est-à-dire collectivement, ils ont enregistré 2 milliards de dollars de pertes d'argent dues au cybercrime. Et il y a 7 pays dont le PIB ensemble est de 1,97, donc c'est moins que les pertes de cybercrime en Californie. Donc je dis ça parce que la Californie a un GDP de 3,9 trilliards de dollars, et donc ces pertes représentent uniquement 0,05 de leur PIB. Donc je dis ça pour dire qu'en étant l'endroit le plus digitalisé au monde, donc il ne faut pas que ce cyber-risque et ce monde un peu morbide donc, met des freins à vos projets de digitalisation. Merci, à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation, Amine Bayaoui.